Nous sommes à Avignon, le cœur de la France, la capitale du théâtre. Dehors, même le Mistral qui souffle contre les murs de pierre du Palais des Papes, ce somptueux palais papal, ne parvient pas à couvrir les applaudissements qui retentissent à l'intérieur. Vous entendez? Ce n'est pas le son d'une victoire, c'est le son de la signature de mon arrêt de mort. Tout le monde se souvient de cette soirée comme du sommet de la carrière du célèbre metteur en scène Antoine Vallery. Le lendemain, la presse française titrait Le génie est de retour. Le journal Le Monde écrivait que la pièce était un chef-d'œuvre qui plongeait dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Mais les 800 personnes qui remplissaient la salle, les critiques, les amateurs d'art et même mon mari Antoine qui me tenait la main à ce moment-là, ignoraient tout une chose. L'âme applaudie sur scène n'était pas celle d'Antoine. Ces mots, cette douleur, cette fiction, rien de tout cela ne lui appartenait. Je m'appelle Adèle. Et cette histoire n'est pas seulement une histoire d'infidélité. C'est l'histoire d'une femme qui, grâce à son intelligence, a réussi à détruire la plus grande forteresse de l'orgueil. Si vous m'écoutez en ce moment, vous connaissez probablement le goût froid et métallique de la trahison. Mais je vous promets que la fin de cette histoire n'est pas l'un de ces drames banals qui se terminent en larmes. Avant de vous plonger dans cette histoire, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Car lorsque je vous raconterai comment j'ai détruit la vie d'Antoine étape par étape, avec la patience d'un maître d'échecs, vous ne voudrez pas manquer le moindre détail. Activez vos notifications, car la vengeance est un plat qui se mange froid. Et nous ne faisons que commencer le festin. Revenons à cette nuit-là. Cette nuit de juillet où tout a commencé et tout s'est terminé. Il faisait une chaleur étouvante. La célèbre chaleur collante d'Avignon imprégnait la peau, mais je ne tremblais pas de froid. C'était l'excitation. Nous étions à la première de la pièce Le silence des murs, sur laquelle nous avions travaillé pendant des mois, voire des années. Antoine était tendu. Ces 2 dernières pièces avaient été un véritable fiasco au box-office. Les critiques murmuraient qu'il était épuisé, qu'il avait perdu son charme d'antan. Sa carrière ne tenait qu'à un fil, et c'était moi qui tenais ce fil. Antoine. Ah, mon cher mari. Vu de l'extérieur, il était l'incarnation même du charisme. Au début de la cinquantaine, avec ses cheveux argentés, son éternel foulard en soie autour du cou et ses lunettes d'intellectuel, il avait tout à fait l'allure d'un maître. Mais ce soir-là, dans les coulisses, quelques minutes avant le lever du rideau, quand il m'a regardé, ce n'était pas de l'amour que j'ai vu dans ses yeux. C'était de la peur. Et aussi, une étrange envie de possession. Il s'est approché de moi et m'a serré les épaules. Ses mains étaient moites. Adèle, m'a-t-il dit d'une voix tremblante. Ce soir sera notre soirée. Tout va changer, tu verras. Il avait dit notre. À ce moment-là, j'y avais cru. Quelle idiote j'ai été, n'est-ce pas? On dit que l'amour rend aveugle, mais non, l'amour ne fait que focaliser le regard sur ce que l'on veut voir. À ce moment-là, je voulais voir le succès de mon mari comme notre victoire commune. La pièce racontait l'histoire d'un écrivain qui perdait la mémoire et dont les personnages qu'il avait créés le confrontaient à la réalité. Le moment le plus émouvant de la pièce était le célèbre monologue du 3e acte. La scène où le personnage principal lit les lettres qu'il a écrites à son passé mais qu'il n'a jamais envoyées. Je me souviens de la nuit où j'ai écrit ces lignes. Dans notre petit appartement parisien, tandis qu'Antoine ronflait, j'avais couché ces mots sur le papier en pleurant, assise à la table de la cuisine. Car ce monologue n'était pas une fiction. Ce monologue était le reflet même du vide profond et indescriptible que j'avais ressenti lorsque j'avais perdu mon père. Le rideau est tombé. Il y eut un silence de mort pendant une seconde. Cette seconde m'a semblé durer une éternité. Puis ce fut le déluge. Tout le monde dans la salle, sans exception, s'est levé. Les cris de bravo résonnaient sur les murs. Antoine m'a pris la main et m'a entraîné sur scène, sous les projecteurs. J'étais ébloui. Antoine saluait le public, inclinant la tête avec sa modestie théâtrale caractéristique, portant la main à son cœur. Moi, je souriais simplement. J'étais fière. J'avais sauvé mon mari. Je nous avais sauvés. Mais Antoine avait lâché ma main. Il m'a fallu quelques secondes pour m'en rendre compte. Il avait fait un pas en avant pour recevoir les applaudissements et moi. Je suis restée dans son ombre, un pas en arrière. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était juste un moment d'excitation. Après tout, c'était lui le metteur en scène, la star de la scène. Je n'étais que la jeune épouse. Du moins, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. La fête d'après-spectacle avait lieu dans le jardin secret de la Mirande. Un hôtel ultra luxueux situé juste à côté du Palais des Papes. L'ambiance était envoûtante. Les serveurs apportaient des plateaux en argent remplis de champagne Veuve Clicquot et les tables étaient garnies d'huîtres et de caviar. L'élite culturelle et artistique française était présente. Dames ministres, des acteurs célèbres, des bailleurs de fonds. Antoine rayonnait. Il était entouré d'un cercle d'admirateurs. Quand moi, je me tenais un peu à l'écart, près d'une colonne, une coupe de champagne à la main. Les gens me souriaient en passant, mais personne ne m'adressait vraiment la parole.
Pour eux, j'étais la jeune et belle épouse d'Antoine Valery, un simple accessoire. À un moment donné, le critique acerbe du Figaro s'est approché de moi. Maître regardant par-dessus ses lunettes, il m'a dit: Madame Valery, votre mari s'est surpassé ce soir. Ce texte, ces dialogues. C'est comme si Antoine était né à nouveau. Surtout la scène de la lettre. Il est incroyable qu'un homme puisse écrire avec une telle sensibilité féminine. J'ai souri. Une voix en moi voulait crier: ces mots ne sont pas sortis de la plume d'un homme. Mais je me suis tue. Antoine a beaucoup travaillé. Me suis-je contentée de répondre. Il a beaucoup travaillé. Et puis le moment est venu. Antoine est monté sur la petite butte au milieu du jardin. Il a frappé le cristal de sa coupe avec une cuillère. Tin, tin, tin. Tout le jardin s'est tu. Seuls les cigales et le murmure du vent venant de la rivière au loin se faisaient entendre. Antoine a affiché son sourire parfait, si travaillé. Son regard a balayé la foule, puis s'est arrêté sur moi pendant une seconde, juste une seconde. Je n'ai pas compris ce que j'ai vu dans ce regard à ce moment-là, mais maintenant je sais. Ce regard était le dernier regard d'un coupable vers sa victime. Mes amis, dit Antoine de sa voix de baryton impressionnante, je vous suis reconnaissant de l'attention que vous m'avez témoignée ce soir. Le silence des murs n'était pas seulement une pièce de théâtre pour moi, c'était un voyage intérieur. Le silence s'est fait plus profond. Ces dernières années ont été difficiles pour moi. A-t-il poursuivi avec une fausse tristesse. Mon inspiration semblait m'avoir abandonné. Mais ensuite, ce texte a jailli de moi comme un volcan. En créant ces scènes, ces personnages, j'ai fouillé les blessures les plus profondes de mon âme. En écrivant la scène de la lettre, je me suis enfermée dans mon bureau et je n'ai pas vu la lumière du jour pendant 3 jours. J'étais complètement seule. Il n'y avait que moi et mes mots. La coupe de champagne que je tenais dans ma main s'est mise à trembler. Qu'avait-il dit? J'étais seule. Les blessures de mon âme. Pourtant, c'est moi qui avais écrit cette scène. C'est moi qui avais rédigé les brouillons. C'est moi qui avais choisi les noms des personnages, leur passé, et même la musique utilisée dans cette scène. Pendant qu'Antoine était en voyage d'affaires, sur la côte d'Azur avec sa maîtresse, j'étais chez moi en train de réviser le texte. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait planté le couteau et maintenant il le tournait. Et bien sûr, dit Antoine en tendant la main vers moi, je dois remercier ma chère épouse Adèle. La foule s'est tournée vers moi. C'était un moment plein d'attente. Allait-il peut-être dire la vérité? Allait-il peut-être dire c'est elle la véritable créatrice de cette pièce? Adèle, dit Antoine d'une voix tendre. Ma belle muse. Merci de m'avoir apporté cette tranquillité dans mon travail, de m'avoir servi mon thé et d'avoir embelli la pièce de ta présence. Derrière chaque grand artiste se cache une femme patiente qui le soutient. La foule applaudit avec des haves. Certaines femmes me sourirent avec tendresse. Elles semblaient dire quelle chance tu as de servir un tel génie. Quant à moi, j'étais figée. Ce que je ressentais à ce moment-là n'était pas de la colère. Ce n'était pas non plus de la tristesse. Ce que je ressentais à ce moment-là, c'était un coup physique. Comme si quelqu'un avait ouvert ma cage thoracique et jeté mon cœur dans de l'eau glacée. Mon mari, mon compagnon de vie, mon tout. Il m'avait volé mon œuvre. Non seulement il me l'avait volée, mais il m'avait également réduite au rôle de belle épouse qui apporte le thé, effaçant ainsi mon existence intellectuelle au lieu de tout. Il m'avait transformé en objet décoratif. Antoine est descendu de l'estrade et s'est approché de moi sous les applaudissements. Il m'a embrassé sur le front. Le contact de sa peau m'a donné la nausée. Il s'est penché vers mon oreille et m'a murmuré: souris, ma chérie. C'est notre réussite. Mais n'oublie pas que c'est mon nom qui vend la marque. Tu n'es que la partie agréable de l'histoire. C'est à ce moment-là, à cette seconde précise, mes larmes ne coulaient pas. Le nœud dans ma gorge s'était défait. L'Adèle pure, amoureuse et dévouée qui était en moi était morte dans ce jardin. Et quelqu'un d'autre était né de ses cendres. Antoine ne le savait pas, mais cette nuit-là, il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Il m'avait sous-estimé. Il avait oublié que je n'étais pas seulement une épouse qui apportait le thé, que j'avais obtenu mon diplôme de droit avec mention, mais que j'avais mis de côté mon diplôme pour me consacrer à ma passion pour le théâtre. Il avait oublié mon obsession pour les détails, ma manie de tout archiver et surtout que je n'oubliais jamais, jamais rien. J'ai posé doucement ma coupe de champagne sur la table. Je me suis tournée vers lui et lui ai souri en jouant le meilleur rôle de ma vie. Tu as raison, mon amour, ai-je dit. Ce soir, c'est ta soirée. Profite-en bien, car demain, mon jeu allait commencer. Et dans mon jeu, le rideau ne se fermerait jamais sous les applaudissements. Ce n'était que le début. L'arrogance d'Antoine ce soir-là était le début de sa fin. Alors qu'ai-je fait? Je n'ai pas fait de scène ce soir-là. Je n'ai pas crié. Je me suis contentée d'observer. Et j'ai commencé à élaborer un plan. Pendant qu'Antoine, grisé par sa victoire, faisait la fête avec sa maîtresse. Je vais vous raconter ce que j'ai trouvé dans sa chambre d'hôtel, sur son ordinateur.
Et comment j'ai mis en œuvre la première étape de mon plan de vengeance. Je vous donne un indice, le diable se cache dans les détails. Et Antoine avait oublié un détail très important. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire et insister à la chute d'un narcissique, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'écrire continue Adèle dans les commentaires. Votre soutien est ma plus grande force. Lorsque j'ai fermé la porte de la chambre d'hôtel, le silence à l'intérieur était presque assourdissant. En bas, dans le jardin, les bouteilles de champagne continuaient de sauter et les rires fusaient. Mon mari Antoine m'avait envoyé dans notre chambre en me disant qu'il devait s'occuper un peu plus de la presse. Bien sûr, il ne s'occupait pas de la presse. À ce moment-là, il était probablement en train de fêter sa victoire avec Clara, la jeune femme blonde d'une vingtaine d'années qui était la conseillère presse du festival, dans l'un des bars chics des ruelles d'Avignon. Comment je le savais? Vous pouvez appeler cela une intuition féminine. Mais je préfère parler des observations attentives. Il fallait être aveugle pour ne pas voir les pupilles d'Antoine se dilater lorsqu'il la regardait, et Clara portait sans cesse sa main à son cou pendant qu'Antoine parlait. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai jeté ces talons au coûteux qui me serraient les pieds dans un coin de la pièce. Je me suis regardée dans le miroir. Mon maquillage était toujours impeccable, mais mes yeux n'étaient plus ceux d'une femme pure et amoureuse. Il y avait là une chasseuse. J'avais environ 2 heures avant l'arrivée d'Antoine. Il serait ivre, il serait inattentif. Mais moi, j'étais sobre et vigilante. Je me suis dirigée vers la table. Le MacBook Pro argenté d'Antoine, son sanctuaire sacré, qu'il ne laissait personne toucher, était là. Normalement, je ne l'aurais jamais fait. J'étais une femme qui respectait la vie privée des autres, qui avait des valeurs éthiques. Mais ce soir-là, dans ce jardin, quand Antoine m'avait déclaré épouse apportant le thé, il avait rompu le contrat moral invisible qui existait entre nous. On dit que tous les coups sont permis à la guerre. Et nous étions désormais en guerre. J'ai soulevé le couvercle. L'écran s'est allumé. Il demandait un mot de passe. J'ai souri. Quel pouvait bien être le mot de passe d'un homme aussi narcissique qu'Antoine? Sa date de naissance? Non, trop simple. Notre anniversaire de mariage? Allons, je ne pense pas qu'il s'en souvienne. Antoine était amoureux de lui-même. Je devais réfléchir à la plus grande réussite de sa vie, aux mots qu'il utilisait pour se définir. J'ai tendu la main vers le clavier et j'ai tapé « Molière un 970 accès refusé ». Je fronçai les sourcils. Je réessayai. Peut-être était-ce l'année de son dernier prix. Avignon 2024 accès refusé. Mes mains ont commencé à transpirer. Le temps pressait. Antoine pouvait entrer à tout moment. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de penser comme lui. Un homme arrogant qui se prenait pour le dieu du théâtre. Et puis je me suis souvenu. Le mois dernier, alors qu'il était ivre, il m'avait dit « Je suis le Shakespeare de notre époque ». J'ai tapé avec mes doigts tremblants les maîtres bingo. L'écran s'est ouvert. Le bureau était dans un état chaotique, reflétant son arrogance de la veille. Dame dossier interview. Banque. Projet. Mais ce que je cherchais était autre chose. Ce que je cherchais, c'était la preuve de sa trahison. Je me suis immédiatement connecté à ma messagerie électronique. Ma boîte de réception était remplie de messages de félicitations. Mais mon travail ne concernait pas les messages reçus, mais les messages envoyés. Et bien sûr, la corbeille. J'ai tapé un seul nom dans la barre de recherche Clara. Lorsque les résultats ont été affichés, la nausée m'a repris. Dame centaine de mails. Il ne s'agissait pas seulement de correspondance professionnelle. Dame réservation d'hôtel, des commandes de cadeaux coûteux. Et le pire, ce qu'ils écrivaient à mon sujet. J'en ai ouvert un. La date remontait au début des répétitions de la pièce, 3 mois auparavant. Ma chère Clara, m'amuse. À la maison se plaint encore. Heureusement, ces brouillons sont utiles. Après y avoir apporté quelques modifications et y avoir apposé ma signature, personne ne se doutera que l'auteur original est cette ennuyeuse femme au foyer. Elle n'est qu'une poule pondeuse, c'est nous qui récoltons les œufs. Une femme au foyer ennuyeuse. Je ne laissais pas une larme couler de mes yeux. Ma colère me protégeait comme un bouclier. Mais ce n'était pas là le plus choquant. Le plus choquant, c'était un détail technique qu'Antoine avait négligé à cause de son immense arrogance. C'est ici que je voudrais faire une petite pause dans l'histoire pour vous poser une question. Avez-vous déjà vu quelqu'un prendre l'autre pour un idiot et creuser sa propre tombe? Si oui, aimez cette vidéo. Car vous allez voir dans un instant comment Antoine s'est tiré une balle dans le pied. Antoine avait envoyé à Clara par email le texte original du jeu que j'avais écrit, c'est-à-dire la première ébauche de Le silence des murs. Objet du message, regarde comment naît le génie. J'ai téléchargé le fichier. J'ai cliqué avec le bouton droit. Propriété. Et là, c'était comme une empreinte digitale. Antoine n'avait même pas pris la peine de copier-coller le fichier dans un nouveau document. Il avait simplement renommé le fichier Adel-Taslav 3 Docs qu'il avait récupéré sur mon ordinateur mais dans les champs date de création. Et auteur. Mon nom figurait toujours auteur Adèle Valery.
Date de création 14 novembre 2021. Antoine avait prétendu avoir écrit la pièce 2 ans avant la date à laquelle ce fichier avait été créé sur mon ordinateur. C'était ce qu'on appelle une preuve irréfutable, la preuve incontestable du crime. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'avais besoin de plus. Le vol intellectuel ne suffisait pas, je voulais en finir avec lui. Je suis entré dans le dossier finance. Et là, j'ai trouvé un fichier Excel intitulé Stratégie de divorce. Quand j'ai ouvert le fichier, mon sang s'est glacé. Antoine n'avait pas seulement volé mon travail, il avait aussi l'intention de voler mon avenir. Le tableau Excel détaillait point par point comment les revenus attendus du jeu seraient transférés vers des comptes offshore secrets, comment l'argent de notre compte commun serait progressivement dilapidé et quels mensonges seraient utilisés pour éviter de me verser une pension alimentaire lorsque la procédure de divorce serait engagée. Son plan était le suivant: lorsque le jeu ferait un tabac et que l'argent commencerait à rentrer, il me ferait passer pour une épouse jalouse et mentalement instable, et me mettrait à la porte sans le sou. Il commencerait une nouvelle vie avec Clara. En regardant l'écran, le dernier soupçon de pitié que j'avais en moi s'est évanoui dans cette chambre d'hôtel. Antoine m'avait déclaré la guerre. Mais il avait oublié une chose, je n'étais pas la petite campagnarde naïve qu'il croyait. J'étais une femme obsédée par les détails, qui avait obtenu les meilleures notes en droit des obligations à la faculté de droit de Paris. J'ai sorti de ma poche la petite clé USB que j'avais toujours sur moi. J'ai copié tous les emails, le fichier original avec les métadonnées intactes, les photos avec Clara et cet horrible tableau Excel. J'étais en train de retirer la clé USB quand j'ai entendu des bruits dans le couloir. Antoine arrivait. Et il n'était pas seul. Il était accompagné d'une femme qui gloussait. Clara. La carte a été insérée dans le lecteur de la porte. Bip. Je n'avais que quelques secondes. J'ai fermé le couvercle de l'ordinateur. J'ai caché la clé USB dans mon soutien-gorge, je me suis jeté sur le lit et j'ai tiré la couette sur moi. J'ai fermé les yeux et ralenti ma respiration. La porte s'est ouverte. Une forte odeur d'alcool et de parfum féminin a envahi la pièce. Chut, elle dort, on dirait, a murmuré Antoine. Sa voix était pâteuse. Tu es sûre? A demandé Clara. Et si elle se réveille? Elle ne se réveillera pas, a répondu Antoine en riant. Elle est tellement naïve qu'elle n'entendrait pas une bombe exploser. La pauvre, elle a eu une journée épuisante. Ils arrivèrent au pied du lit. J'entendis Clara glousser. Mon mari se tenait au pied de notre lit avec une autre femme et se moquait de ma naïveté. À ce moment-là, j'avais tellement serré les poings sous la couette que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. J'avais envie de me lever et de leur jeter l'ordinateur au visage. J'avais envie de crier, de hurler, de faire un scandale. Mais je ne l'ai pas fait, car la colère est un feu. Si vous la laissez incontrôlée, elle vous brûle. Mais si vous la maîtrisez, elle se transforme en moteur. Et mon moteur tournait désormais à plein régime. Ils sont sortis de la pièce, probablement pour se rendre dans la chambre de Clara, et j'ai ouvert les yeux dans l'obscurité. J'ai regardé le plafond. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais un espion. J'avais entre les mains les codes nucléaires qui allaient mettre fin à la carrière d'Antoine. Mais je n'allais pas encore appuyer sur le bouton. Non. Ce serait trop facile. Antoine voulait la célébrité, n'est-ce pas? Je lui donnerais une telle célébrité que toute la France parlerait de lui. Mais pas comme il l'avait imaginé. Le premier coup de fil que je passerais le lendemain matin changerait tout. J'appellerais un vieil ami, Pierre, que j'avais connu à l'université et qui était aujourd'hui l'un des avocats spécialisés dans les divorces les plus redoutables de France. Et je dirais à Pierre: prépare-toi. La chasse commence. Dans un instant, je vais vous raconter comment j'ai réuni mes alliés, comment j'ai tissé petit à petit le piège qui allait ridiculiser Antoine devant ce grand panel, et bien sûr, la réaction légendaire de Pierre face au dossier stratégie de divorce. Antoine pensait qu'il avait écrit le scénario, mais le véritable scénariste venait d'entrer en scène. Je quittais la Mirande aux premières lueurs de l'aube. Antoine n'était toujours pas rentré dans sa chambre, probablement occupé à faire la fête avec Clara. Je m'en moquais. Cela m'arrangeait même, car j'avais besoin de silence pour chasser. Mon itinéraire était tout tracé, la place Crillon. Loin de la foule touristique d'Avignon, cette petite place connue des habitants. Là, quelqu'un m'attendait dans un café, à l'ombre d'un platane centenaire. Pierre, mon ami d'université et aujourd'hui l'un des avocats spécialisés en divorce les plus redoutés du barreau de Paris. Son surnom est le requin. Pierre ne s'intéressait pas aux sentiments. Il s'intéressait aux mathématiques, aux failles et à l'odeur du sang de ses adversaires. Quand je me suis assis à la table, Pierre avait déjà fini son deuxième espresso et faisait les mots croisés du journal Le Monde. Il ne s'est pas levé en me voyant. Il a juste haussé son sourcil caractéristique. Adèle, dit-il d'une voix sèche comme une feuille morte. Si tu m'as appelé à Avignon à 7 heures du matin, c'est soit que tu as tué quelqu'un et que je dois cacher le corps, soit qu'Antoine a fini par succomber à son énorme ego.
Je souris. Je tirai une chaise et m'assis. Mieux que ça, Pierre, ai-je répondu. Antoine a signé son propre arrêt de mort. Et ce, au format Excel. Je sortis de ma poche la petite clé USB argentée et la posai sur la table, juste à côté de la tasse de café. Le tintement du métal sur la table en marbre résonna comme un appel aux armes. Pierre regarda la clé USB comme s'il s'agissait d'un bijou. Puis il sortit son ordinateur portable de son sac. Raconte, m'a-t-il dit. Je lui ai tout raconté. La soirée d'ouverture, l'humiliation sur le podium, mon intrusion dans la chambre au milieu de la nuit et ce que j'avais trouvé sur l'ordinateur. Au fur et à mesure que je parlais, l'expression distante sur le visage de Pierre changeait peu à peu. Une lueur sauvage apparut dans ses yeux. Il a branché la clé USB. Il a ouvert les fichiers. Il a d'abord regardé les brouillons originaux. Les métadonnées sont intactes, a-t-il murmuré. Bien, c'est du vol de propriété intellectuelle. Cela nous ouvre la voie à des dommages-intérêts. Puis il a lu les emails échangés avec Clara. Adultère, a-t-il dit d'un ton ennuyé. En France, ce n'est plus un scandale comme avant, mais cela nuit à la réputation aux yeux du public. Ce n'est toutefois pas suffisant. Puis, il ouvrit le fichier stratégie de divorce. X. À ce moment-là, Pierre éclata d'un rire, ce qui était rare. Mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était le rire d'un prédateur qui avait acculé sa proie. Incroyable, dit-il en secouant la tête. Il a vraiment écrit son plan criminel point par point. Calendrier de vidage des comptes. Transfert vers des sociétés offshore. Adèle, cet homme est un idiot. Dieu merci, il est stupide. Ce dossier ne nous permettra pas seulement de le dépouiller jusqu'à la moelle lors du divorce, mais aussi de le faire condamner à la prison pour fraude. Pierre se cala dans son fauteuil, joignit les doigts et me lança son célèbre regard. Bon, dit-il. Que veux-tu? Un accord à l'amiable? Une pension alimentaire confortable et une retraite sur la Côte d'Azur? Ou bien, je l'interrompis. Non, Pierre. Je me fiche de l'argent. Je veux dire, bien sûr que je prendrai mon argent, mais ce n'est pas ce que je veux vraiment. Je le regardai dans les yeux. Je veux ce qu'il a de plus précieux. Sa réputation. Il m'a ignoré sur scène, il m'a réduit à néant. Je veux lui faire perdre la face devant tout le monde, devant ses admirateurs, ses critiques, toute la communauté artistique qu'il aime tant. Je veux le ridiculiser à tel point qu'il ne pourra plus jamais monter de pièce à Avignon, ni même acheter un billet. Pierre a souri. Cette fois, son sourire était sincère. J'aime ça, dit-il. D'accord. Je m'occupe de l'aspect juridique. Je lance la procédure dès maintenant, à l'instant même, pour faire bloquer ses comptes. Lundi matin, quand il ira à la banque, il verra que sa carte n'est plus qu'un morceau de plastique. Mais, ajouta-t-il en levant le doigt, l'assassinat de réputation. C'est ton domaine d'expertise. La scène t'appartient, Adèle. Que prévois-tu? Je pris une profonde inspiration. Le plan que j'avais en tête était risqué. Très risqué. Mais s'il fonctionnait, ce serait un final qui entrerait dans l'histoire du théâtre. Cet après-midi, dis-je, il y a le plus grand panel du festival. Il porte sur le processus créatif et l'inspiration. Sais-tu qui est le conférencier principal? Laisse-moi deviner, dit Pierre. Monsieur Shakespeare? Oui, Antoine. Et bien sûr, je serai assise au premier rang en tant que fidèle épouse. La presse sera là. Il y aura une retransmission en direct. J'ai sorti un papier de mon sac. C'était l'original de la lettre d'amour qu'Antoine m'avait écrite en 2019, mot pour mot le célèbre monologue de l'acte troisième de la pièce. Du papier jaune, l'écriture d'Antoine, la date et la signature en bas. Cette lettre, dis-je. Et Pierre, j'ai encore une chose à te demander. Pendant la séance de questions-réponses, fais en sorte que le micro me soit tendu. Je m'occupe du reste. Pierre examina le papier. C'est très cruel, dit-il. J'adore. Nous avons fini nos cafés. Pierre a fermé son ordinateur portable et s'est levé. Je vais maintenant chez le notaire et au parquet. Va chez le coiffeur, habille-toi de manière à correspondre à l'image de la femme victime mais forte. Et Adèle. Il s'arrêta et me toucha l'épaule. Ne tremble pas quand tu iras à cette table ronde. Parce qu'à ce moment-là, tu ne vas pas seulement achever Antoine. Tu vas proclamer ta liberté. En la regardant, je sentis toute ma peur disparaître. Pierre préparait ses arguments juridiques. Quand moi, je me préparais pour le spectacle. Je suis retournée à l'hôtel. Antoine n'était toujours pas dans la chambre. J'ai pris une douche. J'ai sorti ma robe préférée de mon armoire, une robe en soie bleu nuit. Simple mais élégante. Antoine voulait toujours que je porte des couleurs plus ternes, pour ne pas attirer l'attention. Mais aujourd'hui, j'allais attirer l'attention. Je me suis assise à la coiffeuse. J'ai mis mon rouge à lèvres rouge. C'était ma peinture de guerre. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Es-tu prête? Me suis-je demandé. J'étais prête. Il était presque 14 heures. Le panel allait bientôt commencer.
Antoine serait là, avec son sourire arrogant, pour parler de sa créativité. Et moi, avec un bout de papier à la main, j'allais détruire tout son monde. J'étais sur le point de sortir de la pièce lorsque mon téléphone a vibré. Un message de Pierre. Les comptes ont été gelés. Tu recevras la notification sur ton téléphone dans quelques instants. Que le spectacle commence. J'ai souri. J'ai mis mon téléphone dans mon sac et je suis sorti. Voici le moment que vous attendiez. Je vais vous raconter comment je suis entré dans ce panel. Ce que j'ai ressenti pendant le faux discours d'Antoine et la tempête qui s'est déchaînée dans la salle lorsque j'ai pris le micro. Antoine pensait avoir écrit Le silence des murs. Mais ces murs allaient bientôt se mettre à parler. L'une des tables rondes les plus prestigieuses du Festival d'Avignon, intitulée Les origines de la créativité, se tenait dans la cour du cloître Saint-Louis. L'atmosphère était imprégnée de la crème du monde du théâtre. Lorsque je suis entré dans la salle, ma robe en soie bleu nuit a émis un léger bruissement. Je marchais la tête haute. Pierre avait raison, je ne marchais pas comme une victime, mais comme une reine. Les gens me regardaient et chuchotaient. Ils disaient probablement, pauvre femme, elle est tellement éclipsée par le génie de son mari. Ah, comme ils se trompaient. Je me suis assise au premier rang, à la place réservée au protocole. Juste à côté de moi se trouvaient l'éditeur d'Antoine et le directeur du festival. Ils m'ont adressé de faux sourires. Je leur ai rendu leur sourire innocent, sans me douter de la bombe qui allait bientôt exploser sur leur visage. Et il est monté sur scène. Antoine Vallery. Avec son costume en lin blanc, sa chemise sans col et ses lunettes d'intellectuel, il marchait comme un prophète. Les applaudissements ont éclaté. Il les a absorbés comme une drogue. Il a pris le micro, a croisé les jambes et a pris la pose du penseur profond. Le modérateur du panel était le rédacteur en chef de la rubrique Culture et Art du journal Le Monde. Monsieur Vallery, dit-il avec admiration. Le silence des murs, que nous avons vu hier soir, est le texte le plus bouleversant de ces dernières années. En particulier le célèbre monologue du troisième acte. Comment avez-vous trouvé ces mots? Comment avez-vous couché cette douleur sur le papier? Antoine a poussé un soupir. Il a plissé les yeux et regardé au loin, comme s'il parlait à sa muse à cet instant précis. Vous savez, dit-il d'une voix tremblante, écrire, c'est saigner. Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai écrit ce monologue. C'était l'hiver dernier. Il neigeait dehors. J'étais dans mon bureau, à la lueur d'une bougie. Une voix criait en moi. Les mots ont coulé d'eux-mêmes. C'était comme si Dieu m'avait pris la main et m'avait fait écrire ces lignes. Cette douleur m'appartenait entièrement. C'était ma solitude. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Tout le monde était fasciné. Quand moi, j'essayais de retenir la bile qui montait dans ma gorge. L'hiver dernier, la neige, quand j'ai écrit ce monologue, c'était l'été 2019 et nous étions en vacances en Corse. Antoine buvait un mojito sur la plage à ce moment-là. Le modérateur a poursuivi, incroyable. Et votre femme, Adèle? Où était-elle dans tout ça? Antoine m'a regardé. Ce regard méprisant, possessif. Adèle, a-t-il dit en souriant. Adèle est mon port d'attache. Elle ne comprend rien aux tempêtes de l'art, elle est juste la baie tranquille où le bateau vient se réfugier. Cette nuit-là, pendant que j'écrivais ces lignes, elle était probablement, je ne sais pas, en train de tricoter. Une légère vague de rire parcourut la salle. C'était le moment. La goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je regardais Pierre. Au fond de la salle, adossé à une colonne, il m'observait. Il hocha légèrement la tête. Le moment est venu, me suis-je dit. Le modérateur a dit bon, je vais maintenant prendre les questions du public. Les mains se levèrent. De jeunes étudiants en théâtre, des journalistes. Mais moi, la femme docile, qui était restée silencieuse jusqu'alors, je levai lentement la main. Le modérateur a été surpris. Antoine a été surpris. Ah, Madame Vallery, a dit le modérateur. Vous avez aussi une question? Oui, ai-je répondu. Ma voix ne tremblait pas. Elle était forte et claire. J'aimerais demander un petit détail à mon mari. Un membre du personnel m'a apporté le micro en courant. Je me suis levée. Toute la salle, des centaines de paires d'yeux, s'est tournée vers moi. L'expression détendue sur le visage d'Antoine a laissé place à une légère inquiétude. Je suis sûre qu'il s'est dit « Qu'est-ce que cette idiote est en train de faire ?» J'ai pris le micro. J'ai regardé Antoine dans les yeux. Mon amour, ai-je dit. Tu viens de dire que tu avais écrit ce monologue l'hiver dernier, dans une grande solitude. C'était tellement émouvant. J'ai sorti le papier jaune de mon sac. C'était un vieux papier plié. Mais il y a quelque chose qui me trouble, Antoine. Et je poursuivis en durcissant légèrement le ton. J'ai entre les mains une lettre datée du 14 juillet 2019. Elle est écrite de ta main. C'est une lettre d'excuse que tu m'as écrite. Tu t'en souviens? C'est la lettre que tu m'as écrite pour que je ne te quitte pas quand j'ai appris que tu m'avais trompé. Un murmure parcourut la salle. Le visage d'Antoine devint livide. Adèle, ce n'est pas le lieu, murmura-t-il sans micro. Je faisais semblant de ne pas l'entendre.
J'ai ouvert la lettre et j'ai commencé à la lire. Les murs de mon âme s'écroulent sur moi, Adèle. Le silence est le plus grand des cris. Si tu ne me pardonnes pas, chaque brique de cette maison sera ma tombe. Je levai la tête. Cela vous dit quelque chose? Ai-je demandé. Car ces phrases sont exactement les mêmes que celles du monologue de la scène 2 de l'acte 3 de la pièce que tout le monde a applaudi debout hier soir. Une vague de choc se propagea dans la salle. Les chuchotements se transformèrent en cris. Les journalistes se mirent à prendre des notes, les photographes à mitrailler comme des fous. Antoine s'est levé d'un bond. C'est un mensonge. Cette lettre, je veux dire. Alors quoi, Antoine? L'interrompis-je. Ma voix était désormais aussi tranchante qu'un couteau. Alors cette inspiration divine. Étaient en fait les mots que tu avais écrits il y a 4 ans pour supplier ta femme, mais que tu avais ensuite oubliés. Ou bien as-tu écrit le reste de la pièce en copiant le fichier Adol-Taslav 3 de mon ordinateur? Bom. C'était une bombe atomique. Antoine ouvrait et fermait la bouche, mais aucun son n'en sortait. Cet homme charismatique, ce magicien des mots avait disparu. À sa place se trouvait un imposteur bégayant et transpirant. Je brandis l'autre document que j'avais en main, le rapport de plagiat certifié par un notaire et préparé par Pierre. Voici, dis-je en le montrant à toute la salle. Il existe un rapport informatique judiciaire attestant que les premières ébauches de la pièce ont été créées sur mon ordinateur 2 ans avant la date à laquelle Antoine prétend les avoir écrites. Et voici, j'ai souri, mon sourire diabolique. Et voici le relevé des comptes bancaires d'Antoine, je l'ai ce matin, et la liste des cadeaux qu'il a achetés à sa maîtresse Clara avec mon argent. La salle était en ébullition. C'était le chaos total. Le modérateur semblait vouloir se cacher sous la table. Antoine, quant à lui, tremblait au milieu de la scène, sous les projecteurs, comme s'il était nu. Je posai le micro par terre. Ce bruit métallique fut le dernier clou enfoncé dans le cercueil de la carrière d'Antoine. Je me suis retourné. Antoine m'a crié Adèle. Attends, je peux t'expliquer. Sa voix était pitoyable. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Personne n'osait se mettre en travers de mon chemin. À ce moment-là, en sortant de cette cour, je ne ressentais pas seulement de la victoire. C'était la liberté. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Ce n'était qu'une attaque contre sa réputation. La ruine financière était la prochaine étape. Et bien sûr, observer comment chaque point du dossier stratégie de divorce se retournait contre Antoine comme un boomerang. En sortant, j'ai mis mes lunettes de soleil. Pierre m'attendait à la porte. Il a tiré une bouffée de sa cigarette et m'a souri. C'était un beau spectacle, m'a-t-il dit. Allons-y. Je tâte de le revoir. Elle empire. D'Antoine s'effondrait. Et je n'étais pas la seule à être ensevelie sous les décombres. Je vais vous raconter comment Antoine a été escorté hors de l'hôtel par la police. Comment Clara a fait un geste perfide qui m'a surpris. Et comment Pierre a fait transpirer Antoine dans la salle d'interrogatoire. Croyez-moi, se faire poignarder dans le dos, c'est terrible. Mais voir que la main qui tient le couteau est celle d'un autre traître parmi vos proches, ça, c'est inestimable. Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour qu'un empire s'effondre? Dames années, dames mois? L'empire d'Antoine Valery s'est effondré en exactement 14 minutes. Après la table ronde, Pierre m'a immédiatement fait monter dans sa voiture, une berline aux vitres teintées. Attends ici, m'a-t-il dit. Tu ne voudrais pas rater le meilleur. Et il avait raison. Lorsque les sirènes ont retenti dans les rues d'Avignon, je n'ai ressenti aucune pitié. Antoine est sorti de la porte, escorté par 2 policiers. Son costume en lin blanc était froissé, ses lunettes étaient tombées sur le bout de son nez. Ses mains créatives, qui gesticulaient sans cesse dans les airs étaient désormais jointes devant lui. Il n'était peut-être pas menotté, mais il était spirituellement enchaîné. Les journalistes l'entouraient. Les flashs crépitaient. Monsieur Valéry, les accusations de votre femme sont-elles fondées? Avez-vous vraiment volé la pièce? Que répondez-vous aux accusations de fraude? Antoine, cet homme qui posait autrefois devant les caméras, essayait maintenant de cacher son visage. Mais ce n'était pas le plus choquant. Le plus choquant, c'était la personne qui apparut juste derrière lui. Clara, la muse d'Antoine, sa nouvelle vie. Alors que les policiers faisaient monter Antoine dans le fourgon, Clara courait vers un taxi. Antoine lui cria à travers la vitre de la voiture: Clara, appelle mon avocat. Clara. Et Clara. Elle s'arrêta. Elle se retourna. Elle regarda Antoine. Il n'y avait pas d'amour dans son regard, pas de peur non plus, seulement du dégoût. Ne me mêle pas à ça, Antoine, a-t-elle crié. Sa voix a résonné dans la rue. Tu m'avais dit que ce texte était le tien. Je ne suis pas complice, je suis aussi une victime. Dans la voiture, j'ai éclaté de rire. Pierre s'est assis à côté de moi et a fermé la portière. Tu as vu? M'a-t-il dit. Les rats quittent le navire. Et avec le premier canot. Clara est-elle vraiment une victime? Demandai-je. Pierre frappa son dossier.
Je t'en prie, Adèle. Clara connaissait les mouvements bancaires d'Antoine. Elle est même signataire d'un de ses comptes offshore. Mais en ce moment, elle est prête à tout pour te défendre. C'est la nature humaine. Il démarra la voiture. Allez, viens, dit-il. On va au commissariat. Tu dois faire ta déposition en tant que plaignante. Et tu dois voir Antoine dans la salle d'interrogatoire. Quand on est arrivé au commissariat, Antoine n'avait pas encore été mis en garde à vue, mais il était dans une salle d'interrogatoire. Pierre et moi sommes entrés dans la pièce avec les miroirs. Antoine était assis à l'intérieur, sur une table métallique. En face de lui se trouvait un jeune commissaire. Antoine jouait toujours son rôle des artistes victimes. Écoutez, monsieur l'agent, disait Antoine d'une voix tremblante. Ma femme. Ma femme est un peu instable. Elle a des problèmes psychologiques. Elle prend des médicaments. Ce n'est qu'une crise de jalousie. Ces documents sont faux. Elle les a tout falsifiés. Le commissaire posa calmement un papier devant lui. Monsieur Valery, dit-il, l'avocat de votre femme ne nous a pas seulement fourni les enregistrements informatiques. Il nous a également remis les journaux IP de votre banque. Tous les virements vers ces comptes offshore ont été effectués à partir de votre adresse IP, en utilisant le mot de passe Molière 1970. Antoine se figea. Son mot de passe, auquel il faisait tellement confiance. De plus, poursuivit le commissaire dans le dossier stratégie de divorce présenté par votre épouse, il y a une clause qui stipule que si les choses tournent mal, Clara sera accusée. Mademoiselle Clara vient d'apprendre cela dans la pièce voisine et elle témoigne actuellement contre vous. Nous vous poursuivons pour escroquerie aggravée et falsification de documents. Antoine frappa du poing sur la table. Impossible. Impossible. Je suis Antoine Valery. Je suis la fierté de la France. Derrière le miroir, Pierre se tourna vers moi. C'est fini, dit-il. Pas seulement sa carrière. Sa liberté aussi. Les dossiers sont tellement solides que même le meilleur avocat pénaliste ne pourra le sauver. À ce moment-là, j'ai regardé Antoine. Ce petit homme pitoyable. Cet homme qui m'avait manipulé pendant des années, qui avait brisé ma confiance en moi, qui m'avait fait me sentir insuffisant. Il ne me semblait plus effrayant. Il était simplement pitoyable. Je me suis tourné vers Pierre. Je veux lui parler. Ai-je dit, tu es sûr? M'a demandé Pierre. Ce n'est pas nécessaire. Tu as déjà gagné. Non. Ai-je répondu. C'est le dernier acte. Et c'est moi qui dois prononcer la dernière réplique. Je suis entré dans la pièce. Antoine leva la tête. En me voyant, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Il pensait encore pouvoir me manipuler. Adèle, dit-il en essayant de se lever. Dieu merci, tu es là. S'il te plaît, dis-leur. C'est un malentendu. Chérie, nous formons une équipe. Nous pouvons arranger ça. Rentrons à la maison, nous discuterons de tout ça. Je tirai une chaise et m'assis juste en face de lui. J'étais si proche de son visage que je pouvais sentir l'odeur aigre de la peur sous son parfum coûteux. Antoine, dis-je d'une voix calme. Il n'y a pas de maison. Quoi? Il n'y a pas de maison. Ai-je répété. Tu te souviens? L'année dernière, tu m'as fait signer cette procuration générale. Tu m'avais dit, je dois effectuer certaines formalités pour bénéficier d'une déduction fiscale, c'est juste une procédure administrative. Et moi, naïve et amoureuse, j'ai signé. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. J'ai utilisé cette procuration, Antoine. Ce matin, pendant que tu parlais de ta créativité. Lors du panel, j'ai vendu la maison. Tu l'as vendue. À qui? L'argent. Je souris. J'ai fait don de l'argent à l'une de ces fondations d'aide aux femmes. Qui te font tant peur. Je n'ai pas touché un seul centime. Et la personne qui a acheté la maison. C'est un client de Pierre. Ils vont démolir la maison et construire une galerie d'art moderne à la place. Ton bureau que tu aimes tant, ton temple de l'inspiration, il y aura bientôt une entrée de parking à la place. Antoine s'effondra dans son fauteuil. Il était devenu tout pâle. Tu es un monstre, murmura-t-il. Non, mon amour, dis-je en me levant. Je ne suis qu'une bonne élève. C'est toi qui m'as appris à être impitoyable. Je n'ai fait que suivre tes leçons. Je me dirigeai vers la porte. Il m'appela derrière moi. Adèle, ne me laisse pas ici. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'avocat. Clara est partie. Que vais-je faire? Je pris la poignée de la porte et lui jetai un dernier regard par-dessus mon épaule. Je ne sais pas, Antoine. Peut-être que tu écriras. Tu auras tout le temps qu'il te faut en prison. Attends que l'inspiration vienne. Mais cette fois, utilise tes propres mots. Je fermai la porte. Pierre m'attendait dans le couloir. Je n'avais pas une larme aux yeux. Je me sentais seulement soulagée. Un poids énorme venait de m'être enlevé des épaules. Et maintenant? Demanda Pierre. J'ai pris une profonde inspiration. L'air d'Avignon m'avait jamais semblé aussi pur. Ensuite, ai-je répondu, il ne reste plus qu'une seule personne avec qui nous devons régler nos comptes. L'ombre derrière tout cela.
Ma belle-mère, Madame Valery. Antoine n'était qu'un pion. C'est sa mère qui l'avait élevé, qui avait nourri sa personnalité narcissique et qui était en fait le cerveau derrière toutes ses manœuvres financières. Dans son hôtel particulier à Paris, elle attendait la nouvelle de la victoire de son fils. Mais j'allais lui annoncer une toute autre nouvelle. Nous retournons à Paris pour affronter la reine-mère. Et croyez-moi, la mère d'Antoine est une adversaire bien plus dangereuse que son fils. Mais j'ai dans ma manche un atout qu'elle ne peut même pas imaginer. Cette histoire ne concerne pas seulement un mari, mais toute une dynastie. Et cette dynastie va être complètement détruite ce soir. Si vous avez aimé cette dernière initiative d'Adèle, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et écrivez ceci dans les commentaires, la reine a fait échec et mat. Antoine n'était qu'une marionnette. La main qui tirait les ficelles se trouvait à Paris, dans cette sombre demeure de l'avenue Foch. Madame Geneviève Valery, ma belle-mère, ou, selon ses propres termes, la gardienne de la dynastie Valery. Après cette chaude victoire à Avignon, j'aurais dû frissonner lorsque la pluie grise de Paris m'a frappé le visage. Mais non, le feu qui brûlait en moi me tenait chaud. J'avais laissé Pierre à l'aéroport. C'est une affaire de famille. Lui avais-je dit. Le portier m'ouvrit la porte. Son visage était impassible, comme d'habitude, mais dans ses yeux. Dans ses yeux, il y avait de la peur. Il me conduisit dans le salon, la célèbre chambre bleue de Geneviève. L'intérieur ressemblait à un musée. Dames-vases anciens, des tableaux du XVIIIe siècle et de lourds rideaux de velours. Il y régnait une atmosphère étouffante et une odeur d'argent ancien. Geneviève était assise dans son fauteuil, face à la cheminée. Le dos droit, elle portait une robe en dentelle noire et son célèbre collier de perles autour du cou. Elle tenait une tasse de thé en porcelaine à la main. Lorsqu'elle m'aperçut, elle posa la tasse sur la soucoupe. Cling. Ce bruit était le seul signe de vie dans cette maison. J'admire votre courage, dit-elle sans me regarder. Sa voix était glaciale. Après avoir fait emprisonner mon fils, vous osez venir ici, dans ma maison. Intéressant. Je m'assis en face d'elle. Je croisai les jambes. Y a-t-il du thé, Geneviève? Demandai-je. Le voyage a été fatigant. Elle se tourna vers moi. Ses yeux bleus perçants brillaient de colère. Écoute-moi bien, petit provincial. Siffla-t-elle. Tu crois avoir gagné la partie, mais tu te trompes. Antoine est peut-être stupide. Il est peut-être imprudent. Mais pas moi. Mes avocats sont déjà au travail. Nous prouverons que les preuves que tu as présentées ont été obtenues par des moyens illégaux. Antoine sera libéré dans une semaine. Mais toi, tu seras expulsé de cette ville. Je souris. Je sortis de mon sac un mince dossier, mon fidèle compagnon. Je sais que tes avocats sont occupés, Geneviève, dis-je. Mais ils ne s'intéressent pas à l'affaire d'Antoine. Qu'est-ce que tu racontes? Ce matin, dis-je en posant le dossier sur la table basse, j'ai fait une déclaration au bureau d'enquête sur les crimes financiers. En examinant les comptes offshore d'Antoine, nous avons remarqué quelque chose d'intéressant. Tous ces comptes sont liés à la fondation de la famille Valery. Enregistrés à ton nom. Une première fissure apparut sur le visage de porcelaine de Geneviève. Sa main tremblante agrippa le bord du fauteuil. La fondation. La fondation est destinée à des œuvres caritatives, dit-elle d'une voix légèrement plus aiguë. Vraiment? Ai-je répondu. Alors pourquoi l'argent provenant du théâtre d'Antoine est versé à la fondation sous forme de dons? A-t-il été transféré le jour même à une société écran aux îles Caïmans? Et pourquoi êtes-vous l'unique actionnaire de cette société, Geneviève? Je me suis levée et j'ai regardé la précieuse photo de famille au-dessus de la cheminée. Antoine et Geneviève. Une mère parfaite, un fils génial. Pierre et son équipe. Ai-je poursuivi, lui tournant le dos. On examinait les registres des 10 dernières années. Évasion fiscale, blanchiment d'argent. Antoine n'était qu'un voleur ambitieux. Mais toi, tu es une criminelle professionnelle, Geneviève. Elle fit un pas vers moi. Je vais te détruire, cria-t-elle. La femme noble avait disparu, remplacée par un animal acculé. Qui es-tu? Sais-tu qui je suis? Je connais les ministres. Je connais les juges. Je me suis retournée vers elle. Mon visage ne trahissait aucune crainte. Tu le savais. L'ai-je corrigé? Tu n'as pas regardé les informations, Geneviève. L'arrestation d'Antoine n'était qu'une info people. Mais la descente dans ta fondation, ça, c'était la une des journaux télévisés. À ce moment-là, des sirènes se mirent à retentir à l'extérieur. Les sirènes stridentes caractéristiques de la police parisienne. Geneviève courut à la fenêtre. Elle entr'ouvrit le rideau. En bas, devant la porte du manoir, se trouvaient des voitures de police et des équipes de la brigade financière. Quand elle revint, elle était livide. Ses genoux se dérobèrent sous elle et elle s'effondra dans le fauteuil antique. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-elle. « Nous t'avons donné une vie. Nous t'avons sauvé de ta vie misérable. Nous t'avons permis de porter notre nom. » Je m'approchai lentement d'elle. Je me penchai et lui murmurai à l'oreille. « C'est justement le problème, Geneviève. Vous ne m'avez pas donné la vie.
Vous m'avez volé ma vie. Antoine a exploité mon talent, et vous, ma confiance en moi, en me traitant de petite provinciale. Vous aviez en réalité peur de mon intelligence. Je me redressai. Je pris mon sac. Au fait, ai-je ajouté en me dirigeant vers la porte, tu savais que ton collier de perles était faux, n'est-ce pas? Quand Antoine l'a perdu au jeu l'année dernière, il l'a fait remplacer par une imitation. La facture du bijoutier est dans le dossier. Ce fut le coup de grâce. Geneviève porta la main à son cou, arracha le collier et les perles se répandirent sur le sol. Tic, tic, tic. Ce bruit était celui de la chute de la dynastie Valery. En sortant, je croisai le majordome. Je lui souris légèrement. Ouvre la porte au policier, Charles, lui dis-je. Madame les attend. Quand je sortis du manoir, la pluie avait cessé. Un faible rayon de soleil perçait à travers les nuages. Je pris une profonde inspiration. Même l'air pollué de Paris me semblait alors aussi pur qu'un champ de lavande. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Pierre. C'est fini, ai-je dit. Nous avons coupé la tête du serpent. Super, a répondu Pierre. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Adèle? La vengeance est terminée. Quelle est la prochaine étape? En effet, quelle était la suite? Antoine était en prison. Sa mère était en détention. Sa maîtresse s'était enfuie. J'avais gagné. Mais la vengeance n'est pas un repas qui rassasie. Elle ne fait que calmer la faim. J'avais désormais devant moi un grand vide et dans ma poche une fortune considérable, gagnée légalement. Je ne sais pas, Pierre, ai-je répondu en regardant la silhouette de la tour Eiffel au loin. Peut-être est-il temps que j'écrive ma propre histoire, sous mon propre nom. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Non, ce n'était que le plus violent de la tempête. Maintenant, les eaux s'apaisent, mais ceux qui s'échouent sur le rivage. Ils vont vous surprendre. Au cours de l'année qui s'est écoulée, je vais vous raconter comment je suis passée de fille de la campagne à magnat international des médias. Et je vous parlerai de cette dernière lettre choquante envoyée par Antoine depuis la prison. Mais avant cela, n'oubliez pas d'écrire vos suppositions sur le contenu de cette lettre dans les commentaires, d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'avais dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais le dessert est le meilleur. Un an. Combien de temps peut durer une année dans la vie d'un être humain? Une éternité pour un papillon, une seconde pour une montagne. Mais pour moi, cette année qui s'est écoulée a été une renaissance. Vous vous souvenez? Ce matin pluvieux à Paris, en sortant du manoir de Geneviève, je me suis sentie vide. La vengeance était terminée, mais ma vie n'avait pas commencé. Laissez-moi vous raconter comment j'ai comblé ce vide. J'ai divorcé d'Antoine. En une seule audience. Grâce à Pierre, nous avions tellement de preuves que le juge a prononcé le verdict sans même me regarder. J'ai changé de nom. Je ne m'appelle plus Valérie. Je suis à nouveau Adèle Gauthier. Le nom de mon père. Propre, sans tache et fier. Une partie de l'argent saisi à la fondation familiale. Et au compte secret d'Antoine m'a été versé à titre de compensation. Je ne dirai pas le montant, mais disons simplement que même si je ne travaillais plus de ma vie, mes petits-enfants seraient à l'abri du besoin. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Avec cet argent, j'ai créé la société dans laquelle je travaille actuellement, le Phénix. Que faisons-nous? Nous recherchons des jeunes écrivains et artistes qui, comme Antoine, sont restés dans l'ombre, sans pouvoir se faire entendre, et dont le talent a été exploité. Nous leur accordons des bourses et mettons leurs œuvres en scène. En d'autres termes, je fais renaître tout ce qu'Antoine a tenté de détruire. Et eux? Où est passée cette merveilleuse famille Valérie? Geneviève, la reine-mère. Elle est actuellement à la prison pour femme de Fresnes. Elle a été condamnée à 12 ans de prison pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et escroquerie aggravée. Ses avocats ont invoqué son âge pour demander l'assignation à résidence. Mais le juge n'a pas eu pitié d'elle lorsqu'il a découvert le détournement de fonds de l'orphelinat par le biais de cette fausse fondation. D'après ce que j'ai entendu, elle essaierait d'enseigner les bonnes manières aux autres détenus de sa cellule et ne serait pas très appréciée. Clara, cette pauvre fille. Elle a plaidé coupable au tribunal, elle n'a pas été condamnée, mais sa réputation est ruinée. Aucun théâtre ne veut travailler avec elle. Aux dernières nouvelles, elle était assistante dans une agence immobilière à Lyon. Ironique, n'est-ce pas? On m'avait humiliée dans cette agence immobilière et maintenant, elle sert le café dans ces mêmes bureaux. Et Antoine? Ah, Antoine. Hier matin, j'ai reçu une enveloppe jaune à mon bureau. Elle portait le cachet Fleurimé-Rogis Pénitentiaire Vu. Expéditeur, le prisonnier Antoine Valery. Mes mains n'ont pas tremblé en ouvrant l'enveloppe. Mon cœur n'a pas battu la chamade. J'étais simplement curieux. Qu'écrit un homme après avoir tout perdu? Demande-t-il pardon? Demande-t-il grâce? Je voudrais vous lire cette lettre, car cette lettre est la preuve qu'un esprit narcissique ne change pas, même derrière les barreaux, et que son arrogance ne disparaît pas. Êtes-vous prêt? Chère Adèle, je sais que tu m'en veux. Tu as peut-être raison.
Mais ici, entre ces quatre murs, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et j'ai réalisé que nous sommes deux âmes qui se complètent. Adèle, j'ai commencé à écrire une nouvelle pièce ici. Elle s'intitule La couleur de la trahison. Elle raconte la guerre passionnée entre un homme et une femme. Le personnage principal est un génie incompris, et une femme intelligente mais cruelle qui complote contre lui. Ce sera mon chef-d'œuvre, Adèle. Et toi seul peux le mettre en scène. Toi et moi. Nous pouvons à nouveau former une équipe. Oublions le passé. Mon talent est ton ambition. Nous pouvons bouleverser le monde. Viens me rendre visite, s'il te plaît. Tu dois voir ce scénario. Personne d'autre que toi ne peut me comprendre. Même ma mère m'a abandonné, mais je sais que toi, tu ne me laisseras pas tomber. Parce que nous nous sommes créés l'un l'autre. Je t'attends, Antoine. J'ai posé le papier sur la table. J'ai commencé à rire. Pas n'importe comment, j'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Vous voyez, cet homme est en prison. Il n'a pas un sou. Tout le monde l'a abandonné. Mais il se considère toujours comme un génie incompris, et me voit comme son serviteur. Il pense toujours pouvoir me manipuler, me tromper avec son mensonge du grand art. Pas d'excuses, pas de regrets. Juste deviens, sauve-moi, mets ma pièce en scène. Cette lettre est la preuve qu'Antoine ne guérira jamais. Il continuera à être le roi du monde imaginaire qu'il s'est créé, même s'il est seul dans sa cellule. Qu'ai-je fait de cette lettre? L'ai-je déchirée? L'ai-je brûlée? Non, je l'ai encadrée. Oui, vous avez bien entendu. Je l'ai accrochée au mur juste à l'entrée des toilettes de mon bureau. Pourquoi? Parce que je veux regarder cette lettre tous les jours et me rappeler d'où je viens et ce dont je me suis débarrassée. Cette lettre est ma médaille de la victoire, le portrait du désespoir d'un narcissique. Mais, la dernière ligne de la lettre m'a trotté dans la tête. Personne d'autre que toi ne peut me comprendre. Je sais que je ne devrais pas y aller. Je sais que cette porte est fermée. Mais cette petite étincelle de curiosité qui reste en moi, le voir dans cette combinaison orange, avec son ego de génie. Brisé, j'ai appelé Pierre. Peux-tu obtenir un permis de visite? Lui ai-je demandé. Pierre m'a répondu: tu es fou. Tu veux aller là-bas pour lui donner de l'oxygène? Non, ai-je répondu. Je vais lui donner sa dernière leçon. Face à face, les yeux dans les yeux, pour lui dire en personne à quel point son chef-d'œuvre est en réalité sans valeur. Et j'ai pris ma décision. Demain matin, je pars pour Fleury-Mérogis. Ce n'est pas une visite de réconciliation. Ce n'est pas non plus une visite d'adieu. C'est pour détruire le dernier bastion dans l'esprit d'Antoine, cette croyance qu'il a encore de l'amour pour moi. Pensez-vous que j'ai raison? Ou aurais-je dû le laisser dans son trou, seul avec ses illusions? La salle d'attente de Fleury-Mérogis ne ressemblait en rien au jardin de l'hôtel La Mirande. Ici, pas de champagne. Seulement du café distributeur et du désespoir. Pierre avait raison. Je n'aurais pas dû venir ici. Un phénix ne retourne pas dans le feu qu'il a fait renaître de ses cendres. Mais cette curiosité qui m'habitait, le désir de voir ce nouvel Antoine, dont il parlait dans sa lettre, m'avait poussé ici. La porte en fer s'ouvrit, et il entra. Antoine. Il ne portait pas les costumes italiens que j'avais l'habitude de lui voir porter, mais un uniforme de prisonnier gris et informe. Ses cheveux argentés et élégants étaient longs et gras. Mais sa démarche, mon Dieu, sa démarche n'avait pas changé. On aurait dit qu'il ne marchait pas dans le couloir d'une prison, mais sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Même lorsqu'il salua le gardien d'un signe de tête, il y avait cette grâce répugnante. Il s'assit derrière la vitre en plexiglas qui nous séparait. Il prit le combiné et afficha ce sourire que je connaissais bien, celui qui recherchait les feux de la rampe. « Je savais que tu viendrais, » dit-il. Sa voix était veloutée, même à travers le verre et l'électronique. « Tu ne peux pas me rejeter, Adèle. Nous sommes les deux faces d'une même histoire. » J'ai porté le combiné à mon oreille. « Tu te trompes, Antoine. » ai-je répondu froidement. « C'est moi qui écris l'histoire. Toi, tu n'es qu'un mauvais personnage. » Il rit. Ce vieux sourire méprisant. « Allez, Adèle, baisse ta garde. Tu as reçu ma lettre. Je t'ai parlé de la couleur de la trahison. Écoute. » Il se pencha vers moi avec enthousiasme. Ses yeux brillaient. Pendant un instant, il oublia que nous étions en prison. Le concept est le suivant: un homme est injustement accusé par sa femme. Mais en réalité, c'est un test. La femme le trahit afin de révéler son génie. Et l'homme en prison crée son plus grand chef-d'œuvre dans la souffrance. À la fin, la femme vient se jeter à ses pieds et lui dit: tu vois, c'est moi qui t'ai créé. Il s'est arrêté. Il a attendu ma réaction. Alors? Demanda-t-il. C'est génial, non? J'ai pris ce que nous avons vécu et je l'ai inversé. Ce texte va nous ramener au sommet. Tu seras le producteur, je serai l'auteur. Tu pourrais même en être le réalisateur, qu'en dis-tu? Je l'ai regardé. Je l'ai longuement regardé. Le narcissisme de cet homme était incurable. Il interprétait même la destruction que je lui avais infligée comme une épreuve divine.
destiné à nourrir son ego. Il croyait toujours que je brûlais d'envie d'obtenir son approbation. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Mais ce n'était pas une lettre d'amour. Antoine, lui dis-je n'ai pas besoin de lire le scénario. Je suis sûr qu'il est génial. Oui, crois-moi. Le problème, Antoine, c'est que tu ne pourras jamais monter ce scénario. Du moins, pas sous ton nom. Il plissa les yeux. Il essaya de lire le document. Qu'est-ce que c'est? C'est, dis-je en savourant chaque mot, la décision de saisie de propriété intellectuelle, préparée par Pierre et ajoutée à notre protocole de divorce. Le sourire d'Antoine s'est figé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mon cher, que le tribunal a saisi tous tes revenus futurs, y compris tes œuvres créatives. Car tu n'as pas pu payer les indemnités et les dettes publiques que tu me devais. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai asséné le coup de grâce. Cela signifie que je suis désormais le propriétaire légal de chaque mot que tu écris, que tu écriras et que tu imagines dans cette cellule. La couleur de la trahison, c'est ma pièce, Antoine. Tu n'es que mon écrivain fantôme, sans salaire et sans contrat. Antoine s'est levé d'un bond. Sa chaise s'est renversée. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il crié. Sa voix s'est brisée. Mon esprit m'appartient. Vous ne pouvez pas saisir mon âme. Les gardes se mirent en mouvement, mais je levai la main pour les arrêter. Assieds-toi, Antoine, dis-je. L'autorité dans ma voix le surprit lui-même. Il s'assit lentement. J'ai une proposition à te faire. Et je poursuivis. Continue à écrire. Ne pourris pas dans cette cellule. Écris. Envoie-moi tes papiers. Si. Je m'interrompis et lui lançai le même regard que celui qu'il m'avait adressé lors de la soirée. Si ce que tu écris est assez bon, je te permettrai de le publier dans le Phénix sous le nom d'un auteur anonyme. Peut-être qu'un jeune étudiant en cinéma s'y intéressera. Tu gagneras ainsi de quoi payer ta cantine. Les épaules d'Antoine s'affaissèrent. Son ego démesuré, son complexe de Dieu, s'effondrèrent sous mes yeux. Pour la première fois, vraiment pour la première fois, je ne voyais pas Antoine Valery devant moi, mais un vieil homme vaincu. Pourquoi? Murmura-t-il. Ses yeux étaient remplis de larmes. Tu m'as détruit, tu as fait emprisonner ma mère, tu m'as pris mon argent. Pourquoi me prends-tu aussi mon talent? Avant de raccrocher, je lui ai dit mes derniers mots. Parce que, Antoine, le soir de la première, tu m'as dit tu n'es que la partie agréable de l'histoire. Je voulais t'apprendre la partie amère de l'histoire. Et n'oublie pas. Je me suis levée. Les vrais artistes se nourrissent de la douleur. Maintenant, va écrire ton chef-d'œuvre. Ton patron t'attend. Je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai même pas entendu qu'il frappait à la vitre derrière moi et criait quelque chose. La porte métallique s'est refermée. Clac. Quand je suis sortie, il faisait nuit. Mais une seule étoile brillait dans le ciel. Je suis montée dans la voiture. Pierre était au volant. Comment ça s'est passé? M'a-t-il demandé. Tu as scoopé l'oxygène? Oui. Ai-je répondu en attachant ma ceinture de sécurité. Maintenant, il ne respire plus que pour moi. Mais, à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai décroché. Allô? La voix à l'autre bout du fil m'a glacé le sang. Ce n'était pas celle d'Antoine, ni celle de Geneviève. C'était celle d'une troisième personne, venue du passé, que nous croyions avoir oubliée. Et la seule phrase qu'elle a prononcée a suffi à assombrir toute ma victoire. Tu crois avoir gagné la partie, Adèle. Mais les spectateurs ne sont même pas encore assis. Le téléphone s'est éteint. Pierre m'a regardé. Adèle, tu as pâli. Qui était ce? Je laissai tomber le téléphone. Cette voix. Cette voix appartenait à Isabelle, la première femme d'Antoine, celle qui s'était suicidée. Il y a des années. Attends. Isabelle n'était-elle pas morte? Préparez-vous au plus grand rebondissement des confessions d'Avignon. Comment un appel provenant de la tombe va-t-il bouleverser tous les équilibres? Ou bien, en essayant de détruire Antoine, étais-je en réalité le pion d'un jeu bien plus vaste et bien plus sombre? Il semble que les secrets de la famille Valery soient encore plus profonds que les caves de ce manoir. Si vous ne vous attendiez pas à ce rebondissement et que vous avez la chair de poule, écrivez le fantôme est de retour. Dans les commentaires. Car dans un instant, nous devrons nous rendre au cimetière pour affronter la vérité. Si les morts vous appellent, cela ne peut signifier qu'une seule chose, soit vous avez perdu la tête, soit tout ce que vous savez est faux. Pierre a garé la voiture sur la droite. Son visage était livide. Nous avions suivi le signal de son numéro de téléphone. Le GPS nous avait conduits à l'endroit le plus célèbre et le plus touristique de Paris, mais aussi le plus effrayant la nuit, le cimetière de Montmartre. Adèle, dit Pierre en me prenant le bras. Ne pars pas. C'est peut-être un piège. Ce sont peut-être les hommes de Geneviève. Je le regardai. Je ne pus cacher la peur dans mes yeux, mais je ne pus non plus dissimuler ma détermination. Si cette voix est celle d'Isabelle, dis-je, cela signifie que j'ai rendez-vous avec un fantôme. Et les fantômes ne portent pas d'armes, Pierre. Je descendis de la voiture.
La porte en fer du cimetière était entr'ouverte. Je me glissai à l'intérieur. Isabelle Valery, la première femme d'Antoine. Il y a 10 ans, alors qu'Antoine était en pleine ascension. Elle aurait sombré dans la dépression et se serait jetée dans la Seine. Son corps n'a jamais été retrouvé. Antoine a écrit une pièce intitulée Les âmes perdues, en sa mémoire, et a remporté son premier grand prix. C'est romantique, n'est-ce pas? Un artiste nourri par la tragédie. En marchant parmi les tombes, mon cœur battait à tout rompre. Le caveau familial des Valery se trouvait dans la partie la plus ancienne du cimetière. Et là, à l'ombre d'une statue d'ange, se tenait une femme vêtue d'un manteau noir. Elle fumait une cigarette. La fumée se mêlait à l'air brumeux de la nuit. Je m'approchai lentement. Le bruit de mes talons résonnait sur la route pavée. La femme se retourna. La moitié de son visage était cachée par sa frange. Mais l'autre moitié, ses yeux, les mêmes yeux tristes que ceux du vieux portrait accroché dans le bureau d'Antoine, seulement plus âgé, plus fatigué et beaucoup plus dur. « Bonjour Adèle, dit-elle. Sa voix était aussi glaciale qu'au téléphone. Nous nous rencontrons enfin, mon successeur et moi. Isabelle, murmurai-je. Mais tu es morte. Elle tira une longue bouffée sur sa cigarette et jeta le mégot sur sa propre pierre tombale. Sur la pierre tombale, on pouvait lire Isabelle Valery, épouse bien-aimée, repose en paix. Je devais mourir, dit-elle en soufflant la fumée. Sinon, j'aurais vraiment été tuée. Elle fit un pas vers moi. Geneviève, dit-il, comme s'il crachait un mot empoisonné. Elle a menacé de me faire interner dans un hôpital psychiatrique, parce que j'étais sur le point de révéler à la presse que c'était moi qui avais écrit la première pièce d'Antoine, Le Matin bleu. J'étais enceinte, Adèle. Et Geneviève m'a dit, si tu mets cet enfant au monde, nous te le retirerons et nous te ferons déclarer folle. Elle avait du pouvoir. Elle avait des relations. J'avais peur. Et qu'as-tu fait? Je me suis enfuie. A-t-elle répondu. J'ai simulé un suicide. Aucun corps n'a été retrouvé, car il n'y en avait pas. J'ai vécu à l'étranger pendant des années, sous une fausse identité. J'ai été serveuse, femme de ménage. Mais je n'ai jamais cessé de les surveiller. Il m'a regardé dans les yeux. Et puis tu es arrivée. Jeune, talentueuse, innocente Adèle. Quand Antoine t'a trouvée, je me suis dit, voilà une nouvelle victime. Je t'ai observée, Adèle. Ce soir-là, à la fête, quand Antoine t'a humiliée, j'ai pensé que tu t'enfuirais comme moi. Mais toi, tu t'es battue. Il a souri. C'était un sourire plein d'admiration. Qui crois-tu qui a divulgué les emails avec Clara à la police? M'a-t-il demandé. Je suis restée bouche bée. Je pensais que c'était Pierre. Ai-je répondu. C'est moi qui ai envoyé ces indices à Pierre dans un email anonyme. C'est moi qui ai envoyé à l'assistant de Pierre le logiciel nécessaire pour déchiffrer le fichier stratégie de divorce. Tu as s'appuyer sur la gâchette, Adèle, mais c'est moi qui ai chargé le pistolet. Pendant un instant, j'ai eu le vertige. Ma victoire. Cette victoire que je croyais avoir remportée seule était en fait le fruit du plan de quelqu'un d'autre. N'étais-je qu'un pion? Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi te présentes-tu devant moi maintenant? Antoine est en prison, Geneviève est en détention. Nous avons pris notre revanche. Le visage d'Isabelle s'est assombri. Elle a plongé la main dans sa poche et en a sorti un petit carnet noir. Parce que le jeu n'est pas terminé, Adèle. Tu n'as fait qu'abattre la vitrine. Mais tu ne sais rien de ce qui se passe réellement dans l'arrière-boutique. Elle m'a tendu le carnet. Tu crois que Geneviève va pourrir en prison? Cette femme connaît les secrets inavouables de la moitié de la France. Dans ce carnet, il y a la liste des ministres, sénateurs et célébrités qui blanchissent de l'argent sale via la Fondation Valery. Geneviève est en train de négocier un accord avec ses avocats. En échange de son silence, elle sera libérée dans 6 mois pour raison de santé. J'ai pris le carnet. J'ai tourné les pages. Les noms. Mon Dieu, ces noms étaient ceux de personnes qui faisaient la une des journaux. Si cette femme sort, dit Isabelle d'une voix tremblante, sa première action sera de te faire tuer. Parce que tu es la seule personne à avoir brisé sa fierté. Elle peut pardonner Antoine, mais jamais toi. Je me mis à transpirer à grosses gouttes. Ma victoire s'était transformée en un combat à mort. Que va-t-on faire? Demandai-je. Je ne la considérais plus comme une rivale, mais comme ma seule alliée. Il y a une chose que Geneviève ignore, dit Isabelle. Elle pense être la seule à posséder une copie de ce cahier. Mais il y a des années, lorsque je me suis enfuie de cette maison, j'ai volé le véritable dossier rouge. Il ne contient pas seulement des noms. Il contient des documents signés, des enregistrements audio, tout. Où est ce dossier? Isabelle désigna un coin sombre du cimetière, une ancienne chapelle familiale, dans la tombe du père d'Antoine. Le seul endroit où Geneviève ne regarderait jamais, parce qu'elle détestait son mari. Elle s'approcha de moi et me prit par l'épaule. Adèle, nous devons récupérer ce dossier cette nuit. Et demain matin, avant le lever du soleil, nous devons le divulguer à la presse. Si Geneviève signe l'accord, ce dossier perdra toute sa valeur et nous
Nous serons victimes d'un accident de la route. À ce moment-là, un faisceau lumineux apparut à l'entrée du cimetière, puis des bruits de pas rapides. Pierre arrivait en courant. Adèle, retourne vite à la voiture. On est suivi. Isabelle regarda dans l'obscurité. Les hommes de Geneviève, dit-elle. Ils nous ont trouvés. Le dossier, criai-je. On ne peut pas partir sans le dossier. Isabelle secoua la tête. Va avec Pierre. Je vais les retenir. Je suis déjà morte, Adèle. Je n'ai rien à perdre. Mais toi, tu as une vie. Non, dis-je. Je lui pris le bras. Nous avons commencé ensemble, nous finirons ensemble. Nous allons à cette chapelle. Pierre nous a rejoints. Il était à bout de souffle. En voyant Isabelle, il s'est figé. C'est impossible. A-t-il réussi à dire. Tu vas être surpris, Pierre. Ai-je crié. Il faut courir maintenant. Tous les trois, nous avons commencé à courir dans l'obscurité de la nuit, entre les pierres tombales, vers cette vieille chapelle. Les bruits de pas derrière nous se rapprochaient. Dames hommes vêtus de noir. Ce n'était plus une affaire de divorce. Ce n'était plus un film d'espionnage. C'était une lutte pour la survie. Avons-nous réussi à atteindre cette chapelle? Qu'avons-nous trouvé dans cette tombe? Et comment avons-nous fait exploser l'Empire invincible? De Geneviève, en direct, sous les yeux de toute la France, préparez-vous. Car cette histoire qui a commencé à Avignon se terminera au cœur de Paris par le plus grand scandale de l'histoire, l'adrénaline. Le seul carburant capable de rendre l'impossible possible. Dehors, les hommes de Geneviève tentaient de briser la porte en chêne centenaire de la chapelle, tandis qu'à l'intérieur, nous nous débattions avec le cercueil du père d'Antoine. Le grand-père Henri, poussez, murmura Isabelle. Il y a un espace sous le couvercle. Pierre et moi avons poussé de toutes nos forces sur le couvercle en marbre. Je me suis cassé les ongles, mes paumes saignaient, mais la lourde pierre bougeait centimètre par centimètre. Et là, juste à côté du squelette poussiéreux, se trouvait un dossier en cuir rouge. Isabelle s'empara du dossier. Ça, dit-elle, les yeux brillants. La fin de Geneviève. Un craquement retentit à la porte. Les gonds étaient mis à rude épreuve. Il n'y a pas d'issue, dit Pierre en regardant autour de lui avec panique. Nous sommes coincés ici. À ce moment-là, je regardais le vitrail de la chapelle. Je ramassai une pierre qui se trouvait par terre. Pierre, lui dis-je, lance-moi les clés de la voiture. Quoi? Jette-moi les clés. Isabelle et toi, vous sortirez par la fenêtre arrière et vous vous cacherez dans les buissons. Je sortirai par la porte d'entrée et je les poursuivrai. Ne sois pas idiote, Adèle. Ils vont te tuer, s'écria Isabelle. Ils ne peuvent pas me tuer. Ai-je répondu en attrapant la clé en l'air. Je ne suis plus seulement Adèle. Je suis une émission en direct. Je sortis mon téléphone. J'ouvris mon application de réseau social. Et j'appuyai sur le bouton démarrer la diffusion en direct. La notification a immédiatement été envoyée à mes millions d'abonnés. Adèle parle, le dernier secret de la famille Valery. Allez-vous-en? Ai-je crié. Pierre et Isabelle ont disparu dans l'obscurité et j'ai déverrouillé la porte. Lorsque les hommes ont fait irruption, ils ne s'attendaient pas à trouver une femme effrayée. Ils ont trouvé une star des médias, téléphone à la main, qui disait bonjour à tous, nous sommes actuellement au cœur de Paris, face à face avec les tueurs à gages de Geneviève Valery. Les hommes ont hésité. Ils ont essayé de cacher leur visage. Le compteur de vues en direct a grimpé en quelques secondes à 10 000, 50 000, 100 000. Si vous me touchez, et je dis en souriant à la caméra, le monde entier le verra. Les hommes ont reculé. Ils se sont enfuis dans l'obscurité. La lumière est le plus grand ennemi de l'obscurité, mes amis. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons scanné et classé le dossier rouge et à 8 heures du matin, au lieu de nous connecter à l'émission matinale la plus regardée de France, nous avons lancé notre propre émission. J'étais à l'écran. Et à mes côtés, Isabelle, que l'on croyait morte depuis 10 ans. Lorsque j'ai commencé l'émission, la bourse de Paris était sur le point d'ouvrir. Bonjour la France. Ai-je dit. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter un conte de fées. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Geneviève Valery, que vous connaissez comme une philanthrope, a blanchi l'argent de vos ministres et hommes d'affaires préférés, et comment les dons destinés aux orphelinats se sont transformés en yachts aux îles Caïmans. Et Isabelle a commencé à parler. À ce moment-là, la France s'est arrêtée. Les gens ont arrêté d'aller au travail, ils sont restés rivés à leur téléphone dans le métro. Isabelle montrait les documents du dossier un par un à la caméra, tandis que les réseaux sociaux s'emballaient. Le hashtag Valrigat a fait la une de l'actualité mondiale. Lorsque les policiers ont fait irruption dans la chambre d'hôpital de Geneviève, nous étions en direct. Le monde entier a vu cette femme fière, en fauteuil roulant, le visage couvert d'un drap, être emmenée. Son contrat avait été annulé. Les ministres démissionnaient. Les procureurs étaient passés à l'action. C'était une bombe atomique. Et c'est nous qui avions appuyé sur le bouton. Quand tout est fini, que reste-t-il? Le silence.
Mais cette fois-ci, ce n'était pas le silence oppressant d'Avignon. C'était un silence paisible. Geneviève a été envoyée dans une prison de haute sécurité pour y passer le reste de sa vie. Cette fois, aucun de ses contacts n'a pu la sauver. Antoine. Pauvre Antoine. Quand on a découvert qu'il était complice des crimes de sa mère, sa peine a été alourdie. Mais vous savez ce qui est le pire? Personne ne voulait lire le chef-d'œuvre qu'il avait écrit en prison. Les éditeurs ont renvoyé ses lettres. Il n'était plus un génie incompris, mais simplement le fils d'une mère escroc. Il a été oublié. Pour un narcissique, c'est la pire des punitions, être oublié. Et Isabelle, elle a finalement trouvé la paix. Elle a changé de nom, a rajeuni son visage fatigué grâce à la chirurgie esthétique et peint désormais dans une petite ville côtière en Italie. De temps en temps, elle m'envoie des cartes postales anonymes. D'âmes cartes postales sur lesquelles il n'y a qu'un dessin représentant un phénix. Et moi, je ne me bats plus. J'ai confié le phénix à des jeunes en qui j'ai confiance. Pierre et moi. Oui, Pierre et moi ne sommes plus seulement avocats et clients. La semaine dernière, il m'a dit, avec son ton moqueur, il est peut-être temps de signer autre chose que des contrats. Nous verrons bien, nous ne sommes pas pressés. Pourquoi ai-je raconté cette histoire? Pas seulement pour que vous suiviez ma vengeance contre mon mari. Je l'ai racontée pour cette femme qui vit quelque part dans l'ombre de son Antoine, dont le talent est exploité, dont la voix est étouffée. Je sais que tu es là, tu m'entends, tu as peur. Tu dises je ne peux pas, mais tu peux le faire. Cette voix en toi, cette colère froide. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton carburant. Utilise-la, prépare ton plan, attends. Et quand le moment sera venu, monte ta propre scène. Je m'appelle Adèle, et voilà mon histoire. Mais la tienne ne fait que commencer. Le rideau tombe, mes amis. Mais les applaudissements ne s'arrêteront plus jamais. Au revoir. Et n'oubliez jamais, jamais la meilleure vengeance, c'est une vie extraordinaire.